D'enquête, pourquoi personne n'a sauvé Laura. Première partie. C'est un retour aux sources, en plein cœur des Ardennes. Courageuse et déterminée, une jeune fille de 19 ans s'achemine vers le lieu mortifère de son enfance. Elle appréhende. Quand elle a tout quitté, elle avait 12 ans. Une vie d'enfant, je l'aurais imaginé qu'on allait se promener avec mes parents, qu'on aurait été par exemple à la piscine, ou je serais partie en voyage. Je n'aurais pas imaginé que j'allais vivre l'enfer. Laura, victime de maltraitance parentale. Je croyais qu'on allait vivre le bonheur, mais c'était l'enfer. Laura se souvient de ses dernières heures à la maison. C'était en octobre 2012. Son père était là. Elle a cru mourir. J'étais en train de jouer au vélo et puis il est parti aux toilettes et il a dit à ma mère, appelle Laura. Donc j'ai dû y aller, il m'a dit rentre là-dedans. Je suis rentrée dedans, il a fait couler de l'eau froide, il m'a dit couche-toi, il m'a pété un poing dans le nez. Et il m'a étranglée et il m'étranglait hyper fort et il m'a dit crève, crève. Et j'ai eu du mal à respirer. Son père tente de la noyer. Il lui maintient la tête sous l'eau. La scène est d'une rare violence. Le lendemain, Laura se confie à l'école. L'affaire éclate. Tout se passe dans un hameau de la commune d'Érezé. Durant les années de calvaire, personne n'a-t-il vraiment rien vu? À l'abri des regards, plusieurs familles occupent des logements modestes. C'est là que le couple ardennais inflige les pires sévices à ses 4 enfants. Parfois, un oncle est là. C'est surtout Laura, l'aînée, qui en ramasse. Sa mère, menue et discrète, est difficile à cerner. Elle a déjà un fils quand elle rencontre le père de Laura. Lui est un petit ferrailleur, passionné de motocross. Il est dépressif depuis son accident grave à moto. En 2012, Laura brise le lourd secret. Le frère du père est condamné à 6 ans de prison. La mère de Laura prend 10 ans, son père aussi. Je fais souvent des cauchemars de lui, qu'il est là devant moi et qu'il essaye de vouloir me frapper, me tuer et tout ça. Parce que j'ai réussi à en parler à la police, mais lui n'est pas dans mon cauchemar, c'est comme ça, il n'est pas d'accord avec moi et il veut me descendre. Lui m'a toujours dit cette phrase, si un jour je rentre en prison et ta maman aussi, dis-toi bien que ce sera de ta faute. Alors depuis ce jour-là, depuis qu'il était rentré en prison, je me suis toujours dit, c'est de ma faute, toujours, toujours. Laura avait 12 ans quand elle a tout balancé. Trop jeune, elle n'a pas pu suivre le procès. Aujourd'hui, elle veut tout savoir. Je veux savoir pourquoi mon père m'a fait vivre ça pendant 10 ans. Et je voudrais savoir pourquoi personne n'a fait le pas de venir me sauver la vie. C'est le début de sa quête. 7 ans après ces révélations, Laura retourne pour la première fois sur les lieux de son enfance. Elle veut récupérer quelques photos. À hauteur du terrain familial, c'est le choc. Il ne reste plus rien. Le chalet a été détruit.
La douleur du passé ressurgit. J'étais malheureuse. Je voyais tous les enfants qui étaient heureux, moi je me voyais toute malheureuse. Je comprenais pas, j'étais trop petite pour savoir tout ça. Pour moi, je voyais que quand j'étais petite, moi je trouvais ça normal, mais quand j'ai grandi, je trouvais plus ça normal. À 19 ans, la voilà de retour. Sa gorge se noue quand elle découvre le seul vestige de son passé. Un cœur, gravé par son père pour sa mère. Je sens de la colère en moi, beaucoup de colère envers eux. Il y a la haine, mais au fond de moi, je me dis quand même que c'est mes parents, mais c'est vraiment dans le fond de moi, mais que je les aime quand même. Mais malgré tout ça, il y a la haine, la colère et un tout petit peu d'amour. Pas beaucoup. Pourquoi personne n'a sauvé Laura? Dans la région, certains voient son retour d'un mauvais œil. Son histoire n'est pas qu'un tragique fait divers. Maître Duquesne a défendu l'oncle de Laura. Même s'il était dans le camp adverse, le vécu des enfants l'a bouleversé. Pour lui, l'affaire est un véritable scandale. On n'a pas voulu chercher ce qui a pu faire que pendant 10 ans, des enfants étaient maltraités à un tel point. Maître Renaud Duquesne, ancien avocat de l'oncle de Laura. On était peut-être dans la notion de non-assistance à personne en danger. Lors du procès en 2013, l'avocat interpelle le monde judiciaire jusqu'au sommet. Il écrit au ministre de la Justice. Il faut que toute la lumière soit faite dans le dossier parce que la vérité judiciaire a ses droits. Et à ce jour, moi, je n'ai reçu aucune réponse par rapport aux nombreuses interrogations que j'ai formulées. Aujourd'hui, c'est Laura qui veut savoir pourquoi personne ne l'a sauvée plus tôt. Elle débute ses recherches à Marche-en-Famenne. C'est là que tout s'est joué. Chez son avocate, elle prend connaissance du dossier. À l'époque, tu trouvais que tu méritais de recevoir. À plusieurs reprises, on a constaté des traces de coups. Les enfants avaient souvent des bleus, et principalement au visage et près des yeux pour Laura. Maître Céline Deville, avocate de Laura. Les parents disaient que les enfants étaient chapardeurs, voleurs, menteurs et qu'ils étaient en tort. Si tu veux, je te le lis. Ah oui, je veux bien. Ok. Donc, il y avait énormément de sévices divers, variés, sur une très très longue période. Des coups, des blessures, des humiliations. Il y avait des privations de nourriture, de soins. Surprenant. Dans le dossier, un expert médecin dit que les enfants sont ingérables. Les parents sont présentés comme les victimes. Avec le recul, le premier avocat des enfants a compris pourquoi les enfants étaient mal perçus. C'est un peu le discours qui a été tenu par les parents, c'est que pour eux, on n'en peut plus, nos enfants, c'est infernal. On n'arrive pas à les gérer, ils ne se tiennent pas bien. Maître Sébastien Maquel, ancien avocat de Laura. On peut se dire, effectivement, les enfants sont difficiles et c'est dur pour les parents de gérer la situation. Et ça, je pense que il est là le piège. J'ai ressenti que les gens ont écouté ceux qui me servent de parents, or qu'ils auraient dû écouter les enfants depuis le départ. Enfin, nous, on n'est pas des menteurs, on sait ce qu'on a vécu et ce qu'on n'a pas vécu. Enfin, on sait très bien qu'on n'était pas difficile ni rien, alors voilà. Ça me fait très mal. Avant, quand j'étais au foyer, j'avais beaucoup d'idées noires.
dont la mutilation, la scarification, et j'ai déjà voulu mettre fin à mes jours. Laura est fragile. Sera-t-elle suffisamment forte pour aller au bout de ses recherches? Près de Marche, Laura a rendez-vous avec un premier témoin important. Dis donc, t'es devenue une super jeune fille. Oui, Entre. merci. Le docteur Ben est l'ancien médecin de Laura. Elles ne se sont plus vues depuis 7 ans. Est-ce que tu me reconnais? Oui, Je n'ai pas trop changé. un peu. Moi, je t'ai reconnue tout de suite, mais par contre, tu as fait beaucoup de centimètres, hein, parce que je pense que tu faisais un peu plus d'1 mètre et tu étais toute fine. Mais ton visage, je te reconnais. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de te voir. Et je dis que j'étais un petit peu anxieuse, parce que je me dis comment est-ce que je vais te retrouver. Mais c'est magnifique, franchement. Ouais. Moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Je vois que tu es souriante et détendue, et ça, c'est peut-être la première fois que je te vois comme ça. Ah ouais. C'était une petite fille taiseuse, qui intériorisait tout. Je ne la voyais pas une petite fille heureuse. À l'époque, les visites de la famille sont rares, mais le médecin suspecte très tôt la maltraitance. En général, les parents s'asseyaient et les enfants étaient collés contre le mur, ce qui n'est déjà pas logique. En général, les parents prennent les enfants sur les genoux. Et moi, ce que je faisais, je les installais sur ma table d'examen, ce qui m'a permis de constater les bleus, les ecchymoses. La maman n'était jamais responsable de rien, c'était les enfants qui étaient responsables de tout. Donc les coups qui se faisaient, c'était eux. La toute première fois que le médecin alerte les services sociaux, Laura, l'aînée, a 4 ans. Au fur et à mesure des consultations, je me suis rendu compte que ces enfants, il y avait un dysfonctionnement net, ça ne tournait pas rond, l'évolution n'était pas logique. Ils ne grandissaient pas, ils ne grossissaient pas normalement. J'avais déjà des doutes, j'ai interpellé. Je vous remercierai jamais assez d'avoir tiré la sonnette d'alarme pour nous protéger. Mais malgré tout... C'était pas facile. Ouais, non. Voilà. Le médecin alerte d'abord le service d'aide à la jeunesse de Marche-en-Famenne. Elle ne sera pas la seule à réagir. À l'école de son enfance, Laura rencontre le directeur Bonjour. et son ancienne institutrice. Bonjour. Ça va? Ça va, je Pas de te revoir, oui. Oui, ça va. Tu viens voir ton école? Ouais. Ah, bien. Les enseignants se souviennent très bien de Laura et de ses frères et sœurs. Dès leur arrivée à l'école, les enfants dénotent. Ils sont sales. Le plus inquiétant, c'est leur comportement. Ils arrivaient en classe en nous le disant, on a faim, on n'a pas déjeuné. Ils prenaient dans les mallettes des autres, les bonbons, les collations des autres. Fabien Hubert, directeur de l'école de Laura. Il n'était pas rare de surprendre un des enfants de la famille se glisser sous sa chaise pour aller ramasser le maximum de miettes qu'il pouvait tomber de la table. Ça devenait beaucoup trop régulier pour que ce ne soit pas interpellant. L'école et le médecin alertent les services sociaux au même moment. Laura, son frère et sa sœur sont déjà là. La petite dernière les rejoindra bientôt. Laura était en maternelle et ma collègue m'appelle à l'armée pour me montrer les jambes de Laura qui étaient pleines de coups, pleines de bleus. Laura parlait un petit peu, elle était encore jeune, donc on ne comprenait pas exactement ce qu'elle voulait exprimer.
Les mots frapper revenaient, mais bon, c'était difficile. Les premières alertes sont prises au sérieux par le service d'aide à la jeunesse qui prévient le parquet. En 2004, la justice place les enfants dans un home. Surprenant, 1 an plus tard, les enfants rentrent à la maison. Tout va beaucoup mieux pendant quelques mois. Et puis des traces réapparaissent, les dires des enfants, papa frappé, des traces de brûlures de cigarettes. Enfin, je ne vais pas vous énumérer tout ce que nous avons remarqué, mais oui, ça recommence. Ouais. On ne voit même pas Madame Anne non plus sur les photos, je voudrais montrer Madame Anne. Il y avait des détails que vous nous donniez, tes frères, sœurs et toi. Donc au jour le jour, on les notait pour ne pas non plus oublier et pour pouvoir, lors de réunions avec tes parents, avec d'autres personnes, pouvoir expliquer clairement ce qu'on avait observé, ce que vous nous aviez dit, ce qu'on avait remarqué. Donc c'était très très important de noter. Dans le carnet scolaire de Laura, les coups, les traces suspectes, tout est consigné. Ce carnet sera transmis au parquet. Il y avait à la fois les consignations de l'école, à la fois les constatations médicales du médecin traitant. Les indicateurs étaient multiples et nombreux et on n'a rien fait. Laura se demande de plus en plus pourquoi la justice l'a laissée chez ses parents. Elle et ses frères et sœurs étaient en danger. Un juge le savait. Elle l'a lu dans un document. Elle a 9 ans quand un juge qualifie les données d'affolantes. Au lieu de placer les enfants, il impose un accompagnement éducatif pour surveiller la famille. En ce moment même, je ne crois plus du tout en la justice. La justice, depuis le départ, ils savent ce qui se passe et ils ne font rien, ils ne bougent pas. Aujourd'hui, Laura espère que la justice va s'expliquer. Quand l'affaire a éclaté, le procureur général de Liège avait promis de faire toute la lumière. Il avait ordonné une enquête. Qu'en est-il de l'enquête du parquet général ? Dans un premier temps, Laura n'obtient aucune réponse. Malgré son premier échec, elle ne désarme pas. Quelques jours plus tard, après la justice, elle compte interpeller les services sociaux. Elle se rend dans l'association qui surveillait sa famille. Le responsable actuel n'était pas là à l'époque des faits, mais il accepte de la rencontrer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'aurais voulu savoir pourquoi vous n'avez pas vu plutôt que mes parents m'ont maltraité. Alors, je sais que le suivi du service ici, il a duré environ 1 an. Donc, ça, je sais. Olivier Pirard, directeur de l'association Limoon. C'est un service qui est mandaté pour faire un travail en famille. Et donc, ça veut dire que les éducateurs qui sont venus chez toi à ce moment-là, ils étaient 2 et ils venaient 1 fois par semaine en famille. Ça, c'est la manière, c'est l'outil que nous, on a pour pouvoir travailler. À l'époque, Laura a 5 ans. Comme les visites sont annoncées, tout est en ordre. Au début, les parents semblent collaborer. C'est toujours aussi se situer quelque part entre aide et contrôle. Et c'est vrai que si on peut paraître parfois trop dur ou qu'on n'est pas suffisamment adroit, la porte se ferme et alors là, il n'y a plus du tout de regard pour les enfants. L'association a été choisie par le SPJ, le service de protection judiciaire de Marche. Après le SAJ, c'est lui qui gère le dossier. Le SPJ devait alerter le juge en cas de danger grave imminent. Qu'a-t-il fait ? Là-bas, personne ne veut réagir. Il n'y a qu'à Mons
qu'un professionnel accepte d'expliquer ce qui a pu se passer. Si nous mandatons des équipes de notre secteur, nous leur disons évidemment les inquiétudes que nous avons pour qu'ils puissent y travailler. Et ces mêmes équipes doivent nous tenir au courant des éléments de nouveau de travail, de leur évolution. D'ailleurs, ils nous font des rapports régulièrement et on va vérifier évidemment si la situation évolue correctement. Guy de Clercq, directeur du service d'aide à la jeunesse de Mons. Mais de nouveau, je le dis souvent, on ne peut pas ouvrir le crâne des gens pour voir vraiment qu'est-ce qu'on cache ou qu'est-ce qu'on veut cacher. Et c'est bien dramatique à un moment donné. Je pense qu'il y a des situations où c'est très très difficile de pouvoir déceler les choses. À partir du moment où quelque part il y a une décision de maintenir les enfants en famille, nous on ne peut pas aller contre cette décision-là. Je pense que ce serait facile aussi aujourd'hui de dire la faute elle est de tel côté. Vous écoutez Devoir d'enquête, pourquoi personne n'a sauvé Laura. Deuxième partie. Quand elle est revenue chez ses parents, avec ses frères et sœurs, Laura se souvient vaguement avoir joué avec l'équipe de l'association. Elle se souvient surtout des réactions de son père. Mon père faisait genre qu'il n'y avait rien qui se passait, vu que mon père, il est, comment dire... Quand il sait qu'il y a quelqu'un de la justice qui vient, hop, il fait rien. Il fait comme si tout allait bien. Et directement quand ils sont partis, c'est la catastrophe. Il nous frappe et tout. Laura a tenté d'oublier le passé. En vain. Une question la hante sans cesse. Elle se demande toujours pourquoi la justice l'a renvoyée chez ses parents quand elle avait 5 ans. Elle va enfin le savoir. D'après le vécu des enfants qui vivaient très mal leur placement, le bilan qui a été fait notamment par des experts et des bilans médicopsie, le projet a été de dire on peut, sur les éléments à cette occasion qu'ils avaient, tenter une réinsertion en famille. Guy de Clercq, directeur du service d'aide à la jeunesse de Mons. Si chaque fois que des professionnels dans ce dossier ont tenté de retravailler avec les parents, c'est qu'ils y croyaient. Notre travail au quotidien, c'est vraiment chaque fois de peser les risques dans une situation et pas aussi aller trop vite vers un placement qui serait parfois maltraitant pour les enfants. Et ça demande toujours du travail d'investigation et de réflexe. Les services sociaux voulaient laisser les enfants chez leurs parents. La justice a approuvé. Les conséquences seront catastrophiques. À 12 ans, Laura présente de lourdes séquelles. Tu pesais à cette époque-là 30 kilos pour 1,37 m. C'est pas grand-chose du tout. Maître Céline Deville, avocate de Laura. Et on a même parlé d'un anisme psychosocial. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que tu as tellement manqué de tout, et en ce compris qu'on t'aide à grandir, jouer avec toi, t'apprendre des choses, etc., qu'on considérait que tu étais plus petite que ce que tu aurais dû être, mais plus petite à tout niveau. Les enfants sont restés à la maison pendant des années, malgré de nouveaux signaux d'alarme. Dans leur carnet scolaire, les enseignants continuent de relever les traces suspectes. Ils en parlent encore aux services sociaux. Le mal-être de Laura se ressent de plus en plus. Je me souviens d'un petit événement où Laura a pleuré parce qu'elle avait eu mal, son papa lui avait fait mal, et elle a pleuré, elle s'est confiée à l'institutrice et elle lui a demandé de l'aide. Fabien Hubert, directeur de l'école de Laura. C'est un moment des plus douloureux pour nous, un enfant qui nous appelle à l'aide, puisqu'il ne se sent plus en sécurité dans sa famille. Oui, ça retourne le cœur, évidemment.
Un des événements les plus inquiétants survient quand Laura a 7 ans. Les brûlures n'étaient pas fraîches, elles dataient de plusieurs jours. Et elles étaient en train d'affecter. Marianne Ben, ancien médecin de la famille de Laura. Le papa avait mis de son propre chef de l'isobétadine. J'imagine qu'il ne voulait pas venir consulter, mais quand il a vu que ça tournait mal, finalement, il est venu consulter. Selon le père, Laura s'est brûlée en tombant sur le poêle. Quand un enfant tombe sur un poêle, c'est la paume de la main qui est brûlée. Là, c'était l'autre face, les 5 doigts. Donc là aussi, j'ai prévenu et j'ai interpellé. Les services sociaux sont alertés à de multiples reprises. Ce qui surprend, c'est leur réaction. On m'a dit que ça ne servait à rien. Chacun son travail, donc moi je faisais le mien. Mais c'est mon devoir de médecin et mon devoir de maman d'interpeller et de faire transmettre qu'il y a une situation qui se passe mal. Si les enfants sont en danger, je pense que c'est le rôle du médecin traitant de le faire. Et voilà, j'ai pas toujours été entendue. Il n'y a pas que nous. Il y avait la convoyeuse du bus, il y avait l'infirmière de la visite médicale, il y avait le médecin, il y avait l'infirmière de l'ONE. Toutes ces personnes qui relataient les mêmes détails, les mêmes faits. Nous ne nous sommes pas du tout sentis écoutés. On nous a bien expliqué, faites votre travail, nous nous occupons du nôtre. Laura se souvient très bien du témoignage du directeur et de son institutrice. On ne croyait pas toujours, quoi. Ce que vous racontiez, vous croyez qu'on inventait pour aller contre tes parents, mais nous, tes parents, c'était comme des autres parents. On n'en voulait pas plus à tes parents que d'autres à la base. Donc je vois pas pourquoi on aurait inventé des choses sur vous, parce que vous étiez des enfants. On passait tous ensemble pour des menteurs, oui. Lors de réunions, les parents nous l'ont dit, non, ils mentent, ils fabulent, ils veulent se rendre intéressants. Certaines personnes des services sociaux tombaient dans le piège et croyaient plus facilement les parents que nous et que les enfants. Les services sociaux tombent dans le piège de la manipulation parentale. Or, l'association qui encadre la famille avait tiré elle aussi la sonnette d'alarme. À l'époque, c'est à cause du père de Laura. Ils ont peur de mon père. C'est quelqu'un qui est... quelqu'un d'assez méchant. Laura, victime de maltraitance parentale. Je sais que la relation avec ce papa qui était défini comme violent a posé des problèmes aussi aux membres de l'équipe. Je pense qu'on a parlé d'armes aussi à un moment donné, de choses où certains intervenants se sont sentis vraiment en difficulté, voire en peur pour pouvoir intervenir. Et je pense que c'est suite à ça qu'il y a eu une demande de dire, nous, on arrête là. On n'est pas outillé suffisamment, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec cette famille. Il faut plus que ça. Olivier Pirard, directeur de l'association Limoon. C'est une occasion manquée. Laura a 7 ans quand l'association alerte le service de protection judiciaire. Étonnant, la justice ne réagit que 2 ans plus tard. Et la décision interpelle. Une autre association est désignée pour faire le même travail alors qu'on sait qu'il y a eu un échec précédemment. Pourquoi ? C'est clair que l'idée du SPJ était de maintenir dans le milieu familial. En dépit des informations, mais elles n'étaient pas continues. Il y avait des périodes où ça allait mieux. Maître Sébastien Maquel, ancien avocat de Laura. Il y avait des périodes où il y avait des progrès qui étaient faits par les parents. Et donc, quand on est dans une phase de progrès, on a envie de se dire, et c'est humain, on va continuer comme ça, et on espère que ça va rester comme ça.
Mais malheureusement, non. Les bons souvenirs que Laura garde en mémoire sont très rares. Elle et ses frères et sœurs étaient en grand danger. La justice le comprend peu avant que l'affaire éclate. C'est le coup de trop. Le père est venu avec 2 des enfants qui avaient une conjonctivite purulente, mais catastrophique. Et cette conjonctivite datait déjà de plusieurs jours. Donc j'ai pris un rendez-vous devant eux chez l'ophtalmo. Donc elle les a pris le lendemain. Elle les a vus 3 jours. Et en fait, elle m'a téléphoné en disant c'est pas normal du tout, c'est une conjonctivite purulente, mais parce qu'ils ont eu un liquide dans les yeux, c'est un liquide qui est soit de vinaigre, soit de jus de citron. Et voilà, là donc j'ai réinterpellé le SPJ. En 2012, le SPJ réalise enfin la gravité du danger. Pour la première fois, il propose à la justice de placer les enfants. Le plus surprenant cette fois, l'avocat s'y oppose. Oui, je fais appel effectivement parce que je reçois les enfants en présence de leur père et je suis le porte-parole des enfants qui me disent on ne veut pas quitter papa et maman. En présence des parents, Laura dit qu'elle veut rester à la maison. Est-elle vraiment sincère? On était vraiment dans une histoire où c'était difficile d'avoir des contacts francs avec les enfants parce qu'ils étaient sous la coupe de leurs parents et donc ils ne se livraient pas spontanément et facilement. Si je les avais eus en tête à tête, ils m'auraient certainement plus parlé. Avec le recul, on aurait envie de retourner en arrière et de dire ce dossier-là, on va peut-être le gérer différemment. Mais c'est difficile de mettre des responsabilités et de dire telle personne aurait dû faire ça ou ça ou ça. A posteriori, c'est facile de dire ça. Pour l'avocat et les services sociaux, le calvaire a duré longtemps à cause de la loyauté des enfants envers leurs parents. Laura aurait-elle pu dénoncer son père plus tôt? Il m'a toujours dit que si j'en parlais moi, il allait me tuer. Alors je n'osais rien dire, je n'osais pas en parler. Malgré l'appel de l'avocat, en octobre 2012, le placement des enfants est confirmé. Il n'est pas exécuté sur le champ. Laura vit ses dernières heures avec son père, jusqu'à l'événement tragique de la baignoire. L'homme au départ n'avait pas le profil d'un monstre. Monsieur, il a un niveau d'éducation qui est relativement bas. À mon avis, il n'a pas une vie facile. Donc, il a été peu ou pas scolarisé. C'était sa façon de procéder qui était la bonne. Et celle des autres ne tenait pas. Et on savait qu'il était dur avec les enfants. C'est pas dire à un enfant, tu n'as pas bien fait tes devoirs, tu vas être puni. Je vais te priver de télévision, je vais te priver de jeux ou autre. Ici, on était vraiment dans autre chose. Le père est violent, sadique et pervers. Selon Laura, ce n'est pas tout. Un jour, il m'a dit, viens, on va aller faire un tour dans le village en quad. Et au lieu d'aller faire le tour dans le village, il est parti à un endroit, dans un grand champ. Et là, il m'a dit à moi que je devais me déshabiller. Je n'ai pas osé. Alors il l'a fait lui-même. C'était vraiment l'abus. Laura l'affirme. Son père l'a violée. Et son oncle aussi. La justice ne l'a pas cru. Quand j'étais au juge avec mon père, il a fait le rôle de la victime.
et que par après, il m'a fait passer moi pour une menteuse et que la justice a cru mon père et pas moi. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. C'est pas quelque chose que je vais savoir oublier très vite. Elle est pointée du doigt, c'est pas gai de porter ça sur ses épaules, d'avoir vécu ça, etc. Et donc elle en a marre aussi de raconter ses histoires. Et quand il s'agit de développer un peu plus le côté viol, qu'est-ce que tu entends par viol, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quand, combien de fois, etc. Elle se referme, Laura. Elle se referme comme une huître et il n'y a plus rien qui sort. 3 ans après leur condamnation pour maltraitance, le père et l'oncle de Laura sont blanchis des accusations de viol. Faute de preuves. La mère, elle, n'a jamais rien dénoncé. Ma maman ne pouvait pas bouger, sinon elle se faisait tirer dessus, elle aussi. Ou alors, un jour, j'ai vu mon père mettre un couteau en dessous de la gorge de ma mère. Et il lui a dit, si tu ouvres ta gueule, je vais te tuer. Devant ses propres enfants. Moi, ça m'a blessée et je n'osais pas bouger, j'osais rien faire. La mère de Laura est une femme immature, au faible niveau intellectuel. Laura pense qu'elle était sous l'emprise de son père. La maman, elle avait l'air soumise. Je pense qu'elle ne l'était pas vraiment. Pour moi, on n'était pas dans une relation de soumission entre le père tout-puissant et la mère qui n'a rien à dire. On n'était pas dans ce schéma-là. D'autant que madame n'était pas novice en la matière. Cet homme a bien connu la mère de Laura. C'était son premier compagnon. Il a eu un enfant avec elle. Au départ, c'était une personne tout à fait normale. Elle terminait ses études de puéricultrice. On n'aurait jamais imaginé quand même que ça en arrivait jusque-là par rapport à Maxime, quoi. Ex-compagnon de la mère de Laura. Enceinte de Maxime, la mère de Laura n'achèvera pas ses études. Après, le couple se sépare. Maxime a 5 ans, quand son père l'emmène d'urgence à l'hôpital. Il était marqué de bleu jusqu'à la pointe des oreilles, aux pieds, au corps tout entier. Le dos, le ventre, les jambes, les bras, partout. Laura n'est pas encore née. Sa mère est déjà suspectée de maltraitance. Elle avait un déni total, quoi. Elle me disait, moi, c'est pas possible, mon fils n'a jamais rien subi, j'ai pas frappé mon fils, elle reconnaissait rien du tout, quoi. Laura est fortement ébranlée en découvrant le vrai visage de sa mère. Quand j'étais petite, je croyais en ma maman. Et puis, quand j'ai appris tout ce qu'elle avait fait, maintenant... Elle est du côté avec mon père et je ne veux plus savoir, plus entendre parler. Ça m'a fait très mal. La mère est une récidiviste. La justice l'avait déjà condamnée à 2 ans de prison avec sursis. C'est un élément qu'on aurait pu additionner aux autres éléments en disant, tiens, on a quand même une famille là qui est un peu coutumière des maltraitances. Maxime, l'école, le médecin, l'association qui encadrait la famille. Les données étaient affolantes. Pourquoi personne n'a sauvé Laura ? La non-assistance à personne en danger trouverait toute sa raison d'être dans ce dossier. Non pas que ce soit pour la politique
d'ouvrir la chasse et de condamner des gens, mais ça permettait dans un premier temps de mener une enquête, d'interroger tous les intervenants et de demander pourquoi ils n'étaient pas intervenus ou pourquoi ils n'avaient pas fait telle chose. On aurait pu en tirer des conséquences. Maître Renaud Duquesne, ancien avocat de l'oncle de Laura. La volonté, c'est que ça, mais ça. Dans ce dossier, y a-t-il eu non-assistance à personne en danger? Je pense que c'est le genre de situation qui est vraiment dramatique, mais aussi atypique, parce qu'on a peut-être affaire aussi à des personnalités qui sont hors normes, qui sont, je ne sais pas comment on peut les appeler, perverses, néfastes, manipulatrices. Et voilà, donc sans vouloir dire que la faute est ailleurs, je pense qu'on a des outils qui sont les nôtres, mais qui malheureusement ne peuvent pas être adéquats dans toutes les situations. Il y a eu chaque fois intervention, la plupart du temps, du monde judiciaire avec la position d'un juge qui ou bien décider d'un éloignement, ou bien imposer un suivi en famille. Guy de Clercq, directeur du service d'aide à la jeunesse de Mons. Il appartient pour moi toujours au procureur du roi, en parallèle au travail qu'on fait au niveau de la protection, d'entamer des poursuites pénales. Les services sociaux renvoient la balle dans le camp de la justice. À Liège, le parquet général révèle pour la première fois la conclusion de l'enquête menée à l'époque. C'est probablement une trop grande confiance, ou en tout cas peut-être un manque de dialogue entre le parquet et les services d'aide à la jeunesse. Christian de Valkener, procureur général de Liège. Probablement, si vous voulez, l'erreur à ce niveau-là, c'est davantage ou trop de laisser la main aux services sociaux dans ce dossier-là et ne peut-être pas avoir agi assez rapidement sur le plan pénal. Le parquet a commis une erreur. Mais selon le procureur général, personne n'a fauté. C'est une philosophie finalement de traitement de la maltraitance dans un cadre non judiciaire. Et là-dedans, je pense que le parquet, imprégné de cette philosophie du décret de 91, s'est dit, eh bien voilà, il y a des spécialistes finalement de toutes ces problématiques de dynamique familiale, de tous ces problèmes sociaux, laissons-les faire, en disant finalement l'option qu'on va prendre est une option non répressive. Sept ans après l'éclatement de l'affaire, ce n'est peut-être pas encore la fin de l'histoire pour Laura. L'enquête du parquet général pourrait servir de levier. Il me paraît légitime que Laura, étant impliquée et concernée par les éventuels dysfonctionnements, puisse avoir accès à cette enquête, donc je vais la demander. En fonction de son contenu, si les éléments de dysfonctionnement sont clairement identifiés, on pourrait éventuellement, à ce moment-là, envisager une action contre l'État belge. À 19 ans, Laura rêve de travailler dans un manège. C'est là qu'elle oublie tout. Je suis contente d'avoir fait cette recherche de vérité. Les personnes qui m'ont cru, ça, je les remercierai jamais assez. Ça va m'aider à avancer dans la vie. Son retour aux sources fut éprouvant. Il sera peut-être un premier pas vers la résilience. Quand elle revoit ses frères et sœurs, elle culpabilise encore. Sa famille a éclaté après ces révélations. J'espère que si elle a l'occasion de m'entendre, qu'elle sache qu'elle devait faire ce qu'elle a fait. Pour elle et pour ses frères et sœurs, elle devait le faire. Et donc elle n'a absolument pas à s'en vouloir. Elle a fait ce qu'elle devait faire et j'espère qu'elle pourra vivre avec ça. Et elle doit être fière de ce qu'elle a fait et pas l'inverse. Maître Sébastien Maquel, ancien avocat de Laura.
Condamnés à 10 ans de prison, son père et sa mère sont toujours incarcérés. Laura redoute énormément leur libération. Pourquoi avoir fait des enfants or qu'on les frappe et on les maltraite? Cette question-là, je me la poserai toujours. Cette page-là, je n'arriverai jamais à la tourner. Il faut apprendre à vivre avec. Un jour, une éducatrice lui a dit qu'elle sera une maman formidable. Elle voudrait tellement y croire. Anne, Dorine, Claire. Découvrez le témoignage bouleversant de ces femmes qui tentent de reconstruire une vie libre. Vous écoutez Devoir d'enquête, harcelé. Première partie. Anne vit sous pression, surveillée, suivie, harcelée par un de ses voisins depuis des mois. Sa vie est devenue un enfer. Divorcée, cette jeune femme de 36 ans vit seule avec ses 2 enfants. Cela n'a pas toujours été facile pour elle, mais dans ce quartier de Leu-Saint-Pierre, elle avait trouvé calme et sérénité. Une existence tranquille qui va basculer en novembre 2011 quand Anne refuse les avances de son voisin et lui demande de ne plus l'importuner. Et là, il est devenu fou. Et là, j'ai commencé à recevoir effectivement des SMS d'insultes. Et il a continué à m'envoyer des messages, et m'envoyer des messages, et m'envoyer. Et je lui dis à un moment, je dis, c'est du harcèlement, hein. Et là, il a pété une durite. L'homme devient de plus en plus menaçant. Anne reçoit des dizaines de messages sur ses boîtes mail et sur son compte Facebook. Tôt ou tard, on va se croiser. Sur son GSM aussi, Anne est inondée de messages effrayants. Tu vas perdre tes enfants si tu continues comme cela. Mais un message va particulièrement l'affoler. C'était clair et net, c'était qu'il allait m'envoyer des amis à lui polonais, le genre de personnes qui se retrouvent à côté de mon lit pendant la nuit dans ma chambre sans que je comprenne. Il dit des gens qui aiment le cul, c'est ce qu'il dit. Il faut bien fermer la fenêtre de ta chambre, mes amis polonais aiment le cul. C'était tout le temps. C'était tout le temps, c'était la journée, c'était des appels en anonyme, la nuit, sur mon GSM, sur mon fixe. Terrorisée, Anne n'ose pratiquement plus sortir de chez elle. Sa maison est au fond d'une impasse. Il lui est très difficile d'échapper à la vigilance de Georges, qui campe sans cesse devant son domicile. Et l'homme devient de plus en plus agressif. Quand je partais, il était derrière moi. Et un jour, je suis partie pour aller chez mon médecin. Et je le vois arriver à mon encontre avec sa voiture, quoi. Et là, il a ouvert sa fenêtre, il a commencé à hurler, mais je comprenais même pas ce qu'il hurlait, j'étais au téléphone avec ma maman. Et comme je continuais mon chemin, il a décidé de me barrer la route avec sa voiture. Il est sorti de sa voiture, il me hurlait dessus, et il a essayé de m'attraper. Et là, moi, pour me défendre, j'ai voulu shotter, et au lieu de l'attraper lui, j'ai shoté dans sa portière avant. Et je suis partie, j'ai appelé la police directement, ils m'ont dit, il faut venir déposer plainte. Et là, le choc, quoi. Il avait été déposé plainte contre moi, soi-disant que j'avais fait des dégâts à sa voiture. L'homme semble obsédé par la jeune femme. Il crée de faux profils à son nom sur des sites de prostitution, lui envoie des publicités pour des armes. Mais un jour, Anne reçoit un message intriguant. Elle n'est peut-être pas la seule victime. Je suis sûr que tu fais un complot contre moi avec mon ex Dorine, sûr et certain. Anne prend contact avec Dorine et découvre une femme harcelée comme elle depuis plusieurs mois. Dorine a entretenu une relation sentimentale avec Georges. Elle le quitte en octobre 2012. Depuis, les insultes pleuvent, les menaces deviennent inquiétantes. Je vais te jeter de l'acide de la tronche. Tu seras la plus belle femme du monde. Tes enfants ne vont pas te reconnaître. Et un jour, Georges met ses menaces à exécution. Voilà ce qui s'est passé avec la voiture. On a jeté de l'acide dessus un matin. Directement, j'ai pensé à lui. Dorine Terny, victime de harcèlement.
à ses menaces. Et je savais que c'était lui. Oui, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, c'est mieux sur ma voiture que sur moi. Mais bon, on ne sait pas encore ce qu'il peut faire après. Ça peut être un début. On sait qu'on est épié, qu'on est surveillé, et qu'à n'importe quel moment, il peut frapper, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est faire du mal, hein. Dorine a peur. Pour se défendre, elle a installé un véritable dispositif de protection autour et à l'intérieur de sa maison. Je dors avec ma boîte d'alarme. Je sors de chez moi, je suis armée. C'est pas un pistolet ou un couteau, mais j'ai quelque chose pour me défendre. Tout le temps. Ma fille aussi. De mon fils, il a peur. Tiens, bizarre. Un jour, mon fils l'a vu sur la chaussée. Il l'a regardé, il a démarré en trombe, je crois même qu'il a passé le feu rouge. Donc, de mon fils, il a peur. Il s'attaque qu'aux femmes. Veuve depuis 5 ans, seule avec ses 2 enfants, Dorine est une proie facile pour Georges, qui va encore et encore frapper, avec des scénarios de plus en plus tordus. Il a écrit à l'école de ma fille comme quoi... je forçais ma fille à nous regarder quand on avait... des rapports, c'est un truc de dingue. Bon, c'est bon que à l'école, j'ai été appelée, ils ont questionné directement ma fille, bien sûr. Elle a été choquée, ma fille, et elle a commencé à pleurer. Vous savez, s'ils s'en prennent moi, tant pis, quoi. Mais pas mes enfants. Ça, je supporte pas. Après ces épisodes traumatisants, Jean, un ami de Dorine, décide d'intervenir. Je me dis, peut-être qu'en allant lui parler, ça va s'arranger. Malheureusement, ça n'a rien arrêté du tout. Ça n'a fait qu'empirer les choses. 2 jours après, il y a eu les menaces qui ont été envoyées par mail chez Dorine, qu'on croit que moi, je devais mourir. Ce Père Noël va et doit mourir. Avec une photo, je suis en moteur, habillé en Père Noël, en fait, qu'il a été prendre sur le Facebook de Dorine. Depuis les premiers agissements de Georges, Anne et Dorine ont déposé de nombreuses plaintes à la police de Leu-Saint-Pierre. Mais leur harceleur n'est jamais vraiment inquiété par les policiers. Les jeunes femmes ont le sentiment de ne pas être entendues par les autorités. J'en ai marre de passer mon temps à la police. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut aller porter plainte. Un policier vous dit « venez porter plainte », l'autre il dit « ça ne sert à rien ». On ne sait plus sur quel pied danser en fait. Qui vous prend au sérieux? On ne sait pas. Face à l'indifférence de la justice, Georges semble avoir développé un réel sentiment d'impunité qui le rend encore plus arrogant. La police peut rien faire. Je suis plus malin qu'eux. Je leur ai montré à la police. Il dit qu'il est plus malin que vous, je dis. Qu'est-ce que vous attendez? Donc il nous menace, il a une arme, il l'écrit, et la police ne bouge pas. Il y a les flics qui sont venus pour une arme qu'ils n'ont pas trouvée, mais que j'ai encore, un pistolet 9 mm. Donc je me dis là, je me dis c'est pas possible, ils s'en foutent quoi. Ils doivent le protéger avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, et il ne bouge pas. Non, pour moi, on m'a pris pour une conne à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit vraiment. Le parquet de Bruxelles n'a pas autorisé la police de Leu-Saint-Pierre à s'exprimer dans ce dossier. Mais les plaintes ont été rassemblées. Et en juillet 2013, après l'épisode du jet d'acide sur la voiture et un article dans Ut Nieuwsblad, le procureur du roi décide enfin de poursuivre Georges et de saisir un juge d'instruction. Après des mois de harcèlement et de menaces, la machine judiciaire se met enfin en marche. Et donc maintenant une instruction a démarré et le juge d'instruction va enquêter sur ces faits, interroger des personnes, faire des confrontations le cas échéant. Antoine Chaumet, avocat d'Anne Herman et de Dorine Terny. Mais c'est vrai que chaque fait pris isolément et seul n'inquiète pas forcément les autorités de police. Et il faut quand même vous replacer dans un contexte qui est plus large, avec des problèmes de terrorisme, des problèmes de grand banditisme, des problèmes de mœurs, qui font que malheureusement, ils n'ont pas souvent les effectifs, et c'est malheureusement pas souvent une priorité. La justice a mis du temps à réagir, et pourtant les pratiques de Georges ne datent pas d'hier. Nous avons retrouvé Marie. Elle fut victime du même harceleur il y a 4 ans.
On m'envoyait des photos, des petites vidéos en disant ben voilà, tu es là. Des vidéos porno en disant regarde, c'est toi, dans telle position. Ça commençait par des fantasmes et puis ça s'arrêtait par un simple déchaînement envers moi, quoi. Ça s'étendait à d'autres personnes. Où là, ça passait aux menaces de mort, tout simplement. Georges était un collègue de Marie. Le harcèlement sur le lieu de travail était continu et rendait l'ambiance insupportable pour la jeune femme. Tu veux une petite guerre, tu l'auras. Tu verras avec le temps qui vient que plus personne te parlera et question d'aide zéro. Aujourd'hui, je t'ai observé du parking. Donc là, j'ai pris contact de nouveau avec mon employeur. Où là, on a mis en place la cellule qui s'occupe du harcèlement, cellule prévention. Et là, ils m'ont pris super bien en charge. Un rapport a été émis avec les conclusions de ce rapport. Et ce personnage a été écarté. L'employeur de Marie a bien fait son travail, mais la plainte déposée à la police n'a jamais connu de suite. En Belgique, sur 20 000 dossiers de harcèlement, 75% sont classés sans suite. La réalité du harcèlement est souvent difficile à établir, parfois parce que la situation s'est apaisée, mais souvent faute de preuves. Des preuves, une autre victime, Claire, en a accumulé depuis des années. Harcelée par son ex-compagnon, elle vit dans un stress permanent. En 2006, Claire découvre que Alain, son compagnon depuis 7 ans, s'est marié en cachette plusieurs mois auparavant. La rupture est inéluctable. Ce jour-là, il m'a encore dit, si tu ne l'avais pas appris, que notre histoire aurait toujours pu continuer si j'avais pas appris. Et bien sûr, il me croisait puisqu'on travaillait plus ou moins dans le même coin. Et j'entendais des menaces en tout genre, quoi, jusqu'au jour où j'étais arrêtée à un feu rouge près d'un de ces immeubles. Là, j'ai enregistré dans mon GSM, la police a entendu qu'il allait me faire descendre, qu'on me suivait partout. Donc il n'a jamais lâché prise. Il dit l'inverse, mais c'est lui qui n'a pas lâché prise. Claire n'en peut plus. Alain la suit, la surveille, la filme. Comme il connaissait plus ou moins mes horaires, il attendait sur le bord du trottoir avec une caméra. Et il filmait. Et certaines fois, il n'y avait pas la caméra, mais alors prêt à attaquer, quoi. Ou sauter sur mon capot, ou des choses comme ça. Vous écoutez Devoir d'enquête, harcelé. Deuxième partie. L'homme utilise tous les moyens possibles pour importuner Claire, jusqu'à lui envoyer une photo très scabreuse. J'ai reçu sur mon GSM une copie de son sexe en érection. Quel est l'homme qui envoie son sexe par GSM? Pour moi, c'est un pervers sexuel. Il est pervers. C'est même pas un bon amant. Sur la route, Claire continue à croiser Alain régulièrement, encore aujourd'hui. Un jour, avenue Molière, mais là, il n'y avait pas de témoin. Il m'a menacé, couru derrière avec une tronçonneuse. Il y a une autre fois, j'ai été attaquée à coups de sécateur. Il a lancé son sécateur dans ma vitre. Un jour, je rentrais chez moi. Il m'a vu. Il est passé devant moi avec un camion, une grosse camionnette. Il a fait marche arrière. Il a foncé dans ma voiture. Le choc était tellement violent
que les airbags sont ouverts, tout coulait par terre. Moi, j'appelle ça tentative de meurtre. Claire a déposé de nombreuses plaintes avant que la justice enfin intervienne. En 2011, l'homme au casier judiciaire chargé est finalement condamné à 40 mois de prison pour menaces, coups et blessures et dégradation volontaire de biens mobiliers. Il a interjeté appel parce que cette condamnation ne le satisfaisait pas et à la suite de cette première condamnation, il a récidivé. Christine Callowart, avocate de Claire Tabuteau. Il a récidivé plusieurs fois en 2011, il a récidivé en 2012 et maintenant je présume qu'il se tient quoi, parce qu'il sait très bien que dans les prochains jours, il devra comparaître devant la cour d'appel. Alain refuse de nous accorder une interview, mais au téléphone, il conteste avec force tous les faits qui lui sont reprochés. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que cette femme sorte de ma vie, mais la femme ne veut pas entendre. Tous les coups sont permis, quoi. Moi, j'ai dit que c'est moi, elle, qui m'agresse. Ouais. Oui, mais vous niez l'avoir frappée, l'avoir agressée. Non, j'ai jamais levé la main sur cette femme, jamais. Et le fait que vous la suiviez, etc., sur la route ou que vous fonciez sur sa voiture, tout ça, c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs intercations de ce genre, mais il y a des moments où moi aussi je pète un plomb. Hein. C'est le grand jour pour Claire. Son harceleur doit comparaître devant la cour d'appel de Bruxelles. Peut-être la fin du calvaire de cette dame profondément marquée par des années de souffrance. Bonjour. 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 Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très très mal. Qu'est-ce que vous espérez de cet il va parler en prison. Moment difficile pour Claire, une fois de plus face à son agresseur. Mais les avocats ne vont pas plaider. La Cour demande un complément d'expertise psychiatrique et une évaluation des incapacités dont Claire serait victime suite aux agressions répétées. L'audience est donc reportée, c'est la déception. Pour moi, c'est comme d'habitude, c'est nouveau reporté, sauf que maintenant le délai est plus court. J'espère qu'après, on va prendre des sanctions. Et au plus le temps passe, au plus ce sera difficile d'essayer de commencer à revivre. Pour Madame Tabuteau, je comprends, c'est long, c'est très long, mais bon, il a reçu une solide mise en garde aujourd'hui. Je crois que tout le monde l'a bien entendu et que s'il bouge le moindre petit orteil, il sait qu'il y a un risque, en tous les cas, à la clé d'un mandat d'arrêt. Nous tentons une nouvelle fois de donner la parole à Alain. C'est un refus catégorique. Si mon client ne veut pas... voilà. Désolé. Revenons à Anne et Dorine. Leur harceleur lui aussi court toujours. Nous allons tenter de le rencontrer. Georges a la quarantaine. Il vit toujours chez ses parents. Et c'est son papa qui nous ouvre la porte. Bonjour monsieur. Bonjour, Catherine Lorsignol, je suis journaliste à la RTBF. Oui. Et j'aurais voulu parler à monsieur Tartre. Il est en prison. Pardon? Il est en prison, on l'a mis en prison. Comment ça, on l'a mis en prison? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Des histoires avec des femmes. Les parents de Georges acceptent l'interview. Ils nous invitent à entrer. Et vous savez ce que la police lui reproche exactement pour l'avoir mis en prison? Eh bien, du bazar comme ça que... Oui, qu'il les emmène et qu'il va les faire du mal, allez. Père de Georges. Par Internet, c'est ça? Oui, par Internet. Qu'ils les menacent par Internet. Oui, eux font à lui, alors elle... Parce qu'ils ont pris le computer avec de lui. Hein. Et ils ont venu le chercher. Hein. Et votre fils, lui, vous pensez qu'il ne les a pas du tout embêtés non plus? Parler, oui. Mais pas toucher ou rien du tout. Ils toucher ensemble ou quoi, non? Non. Il a peut-être un peu trop dans sa langue, mais il ne fait rien de mal. Il ne va pas les taper ou rien du tout. Non, sûrement pas. Il est trop bon et trop calme. Il est toujours dans son computer en haut et
Il fume pas, il boit pas. Moi, je veux que ça finisse. Hein. Oui, moi aussi. Et je veux qu'elle nous laisse tranquille. Hein. Voilà. Moi, je veux que ça finisse et qu'on nous laisse tranquille. Hein. Nous insulter. Et que lui doit aussi laisser tranquille. Ah oui, lui doit aussi laisser tranquille, mais c'est elle toujours qui commence. Quelques semaines plus tard, nous apprenons que Georges est sorti de prison après 1 mois de détention préventive. Nous décidons d'aller à sa rencontre pour connaître sa version des faits. J'ai fait 1 mois de tôle, je suis libre depuis le 1er août. Ouais, oui, d'accord. Et mon avocat dit, laisse tout reposer. Georges, jugé pour harcèlement. Si elle passe, toi tu rentres. Ouais. Et c'est ça que je fais. Ouais. Et c'est mieux comme ça alors. Ben oui. Mais l'autre fois, elle est passée, parce que j'ai fait là le trottoir déjà. Elle est passée, je ne l'ai pas vue, qu'elle arrivait. Elle m'a dit, mon gars, tu vas retourner en tôle. Profite de ta liberté. Ben oui, je profite de ma liberté. Moi, je ne refais rien. Ouais. On a eu la paix pendant 1 mois. Jusqu'il y a plus ou moins 3 semaines, 1 mois. Anne Herman, victime de harcèlement. Et là, il a recommencé, pas par mail ou par SMS, mais à regarder ce qui se passait. Et je me fais insulter à chaque fois que je passe, c'est ça. Et j'ai peur pour mes enfants, toujours. Insultes, menaces, agressions, confrontés aux différentes accusations de Anne et Dorine, Georges a bien du mal à nier. Il y a une partie qui est vraie et il y a une partie de moi que j'ai fait, mais c'est vrai, ça va. Et les menaces d'acide et tout ça, c'est vrai? Hein? Les menaces avec l'acide? Acide? C'est vrai. On n'a rien trouvé sur mon GSM. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. On a fait une perquisition ici, on n'a rien trouvé. Mais je dis qu'il y a 3 quarts qui n'est pas vrai. C'est tout. Pour le reste, je ne dis plus rien. Mes avocats disent de... Rien dire. Et quoi, elles ont tort d'avoir peur de vous alors? Peur. Allez, elle passe 10 fois ici. Peur. Et pourquoi est-ce qu'ils vous ont mis en prison? Parce qu'il y avait des preuves sur mon GSM, c'est tout. Des preuves de quoi? Des preuves de menaces, voilà. Que vous aviez menacé? Tous les 3, ouais. D'accord. Et c'était des menaces graves alors pour qu'on vous mette en prison? Menaces de mort. Georges a été libéré sous condition en attendant la fin de l'instruction. Il risque le renvoi devant le tribunal correctionnel et donc une peine de prison. Mais l'enfermement est-il la solution pour changer le comportement d'un harceleur? Je pense que pour un pervers ou un psychopathe... Daniel Brandt, psychiatre. Oui, l'intervention de la police, de la justice peut être quelque chose d'efficace. Si on a affaire à, je dirais, quelqu'un de complètement délirant, on doit à ce moment-là faire une expertise psychiatrique, s'en rendre compte de la situation et à ce moment-là lui donner des soins adéquats. Des soins, il en faut aussi pour les victimes. Les conséquences psychologiques peuvent être très lourdes, surtout quand la situation s'est installée dans le temps. Je suis sous morphine, d'Afalgan, 1004 par jour, tous les jours de l'année. Je dors avec des somnifères. Je souffre de bruxisme, se ronger les dents. Je fais des apnées du sommeil. Les nuits entières, je ne dors pas. J'en ai marre. Je vis dans l'angoisse, hein, j'ose plus sortir comme je veux. Dorine Terny, victime de harcèlement. Avant, de temps en temps, je sortais, j'allais danser, j'ose plus. J'ai peur de le trouver face à moi, quoi. Pour moi, c'est comme si il est l'araignée. Vous rentrez dans une toile d'araignée et vous restez collé. Et il vous mange petit à petit. Vous ne pouvez plus vous échapper. Sur les conseils de la police, Anne, quant à elle, a choisi une solution radicale. Déménager. C'est la seule solution, que je m'en aille. En espérant qu'il ne me retrouve pas, quoi. Surtout. Ça fait 8 ans que je vis ici, j'ai jamais rien fait de mal. C'est lui qui me harcèle, c'est lui qui menace mes enfants et c'est moi qui dois partir. Mais il me l'a dit assez, il me l'a écrit, je ne sais pas combien de fois, des dizaines, des centaines de fois, là, tu vas déménager, tu vas voir, tu vas déménager. Aujourd'hui, Anne a déménagé, Georges la laisse enfin tranquille, mais la jeune femme continue à vivre dans l'angoisse de le croiser un jour sur son chemin.
2 ans plus tard, Dorine et Anne attendent enfin, avec fébrilité, le résultat du procès. 14 mars, tribunal correctionnel de Bruxelles, 51e chambre néerlandophone. 4 ans après le début de la procédure, Dorine, Anne et Jean vont enfin connaître le dénouement de leur histoire. Dorine n'a pu être sur place pour entendre le sort réservé à son agresseur. C'est donc impatiente mais inquiète qu'elle se rend chez son avocat. Il est temps qu'on sache quoi. Et j'espère qu'il y aura des résultats positifs dans mon sens, bien sûr. Mais parce que s'il est impuni, alors là, non, je comprends pas. Franchement, avec tout ce qui s'est passé, je suis pas encore tranquille, de toute façon. Ça, tous les matins, j'ai encore cette angoisse. Son avocat, Antoine Chaumet, vient d'apprendre la décision du tribunal. Il annonce la nouvelle à Dorine. On a pris connaissance de la décision qui a été prononcée aujourd'hui, donc c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où il a été condamné à une peine de 30 mois. Pour les faits de harcèlement, de menaces et pour avoir créé de faux profils Facebook, le prévenu est donc condamné à 30 mois de prison avec sursis. Un sursis probatoire de 5 ans, assorti de conditions strictes. L'homme ne peut plus avoir aucun contact avec ses victimes, il devra être suivi par un psychologue ou un psychiatre, et enfin, il est contraint de suivre une formation de sensibilisation au ressenti des victimes. Une lourde peine, presque inespérée pour Dorine. C'était long à attendre. Oui, c'est long à attendre, c'est long, c'est très très long. Maintenant, il y a une enquête, il y a une instruction, c'est toujours trop long. Le message de la justice a le mérite d'être clair. Une peine aussi sévère pour des faits de harcèlement n'est pas courante. Elle pourrait désormais faire office de jurisprudence. 30 mois avec une période de 5 ans de sursis, ça veut dire 5 ans durant lesquels, s'il ne respecte pas l'une seule de ces conditions, il prend le risque d'avoir cette révocation de sursis. Je crois que ça devrait vous protéger pour l'avenir et pour tout risque de problème avec lui. Il faut se battre jusqu'au bout. Le tribunal a pris une décision à la fois sévère, juste et constructive. Donc je crois que c'est une décision qui aura le mérite de protéger du risque de récidive et peut-être de permettre à cette personne de ne plus à l'avenir se comporter de cette manière-là et d'améliorer ses contacts sociaux et ses relations humaines. Il y a sûrement d'autres victimes qui vivent la même chose que notre histoire à nous. Et je veux les encourager à faire la même chose, à ne pas se laisser faire, à aller jusqu'au bout. Si quelqu'un vous harcèle, il faut porter plainte. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de nous rabaisser, on n'a pas le droit de nous humilier. On n'a pas le droit de nous pourrir la vie, tout simplement. L'ex-compagnon de Claire Tabuteau a lui aussi été jugé. En janvier 2016, il est condamné à 40 mois de prison et à 5 000 € d'amende. Depuis, la loi belge sur le harcèlement moral a été modifiée et il est désormais possible pour les proches de porter plainte au nom de la victime, même si celle-ci s'est suicidée. Vous écoutez Devoir d'enquête, Bernard et Véronique, histoire d'une liaison dangereuse. Première partie. Ce sont les vacances de Toussaint. Véronique Piroton quitte Liège, elle prend le train pour la mer. Ce mercredi 30 octobre, la journaliste de 42 ans dépose sa valise dans un hôtel qu'elle affectionne, l'hôtel Mondo, à Ostende. Je ne savais pas qu'elle allait partir à la mer, je savais qu'elle avait envie de se retrouver un peu toute seule. Nadine Piroton, sœur de Véronique Piroton. Et je l'ai appris le jour même, donc elle est partie le mercredi à la mer. Elle a pris le train toute seule, elle avait laissé un petit mot à son fils en disant qu'il pouvait venir la retrouver, mais que là elle prenait un peu du recul. Le soir même, Bernard Westphal, son époux, vient la rejoindre. Véronique réserve une bonne table dans un restaurant sur la digue. Dans la journée du lendemain, les caméras de l'hôtel captent l'image d'un couple enlacé, amoureux. Nous, on était allés se balader avec Victoire à Maastricht
Et Victor a téléphoné à sa maman le soir, donc le jour avant, et il a dit Bernard est venu retrouver maman, ils sont là, ça a l'air de bien se passer, tout va bien. Mais dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Bernard Westphal se présente à la réception de l'hôtel. Il affirme que son épouse s'est suicidée. Les services de secours arrivent rapidement dans la chambre 602, mais ne peuvent rien faire pour Véronique. Il est 23h05. Le médecin légiste évoque dans son rapport un décès suspect. Bernard Westphal est privé de liberté. Il est emmené au poste de police d'Ostende pour y être interrogé. Lors de ce premier interrogatoire, Bernard Westphal commence par raconter aux enquêteurs que son épouse a été violée par un de ses professeurs lorsqu'elle était adolescente. Elle souffre, dit-il, de séquelles psychiques et physiques. À cause de cela, elle a commencé à boire et à prendre des antidépresseurs. Elle a tenté à 6 reprises de se suicider. Le parlementaire wallon raconte ensuite leur séjour d'abord idyllique à Ostende. Puis, le moment où tout a basculé, dans l'après-midi du 31 octobre. 2 appels téléphoniques d'un homme qui harcèle Véronique ont suffi. Le soir même, son épouse a une crise très violente, une sorte de délirium tremens. Puis, c'est tout d'un coup calmé. Il l'a ensuite trouvée au sol avec un sachet plastique sur le visage. Je pense, ajoute-t-il, que l'autopsie montrera qu'elle s'est suicidée. Selon moi, il n'est pas possible qu'elle s'étouffe comme cela sans avoir pris de médicaments. J'aime cette femme plus que tout. Et il ajoute, je n'ai jamais frappé une femme et certainement pas ma femme actuelle. L'audition de Bernard Westphal est toujours en cours lorsqu'à Liège, les proches de Véronique Piroton et son fils Victor sont avertis du drame. On a été réveillés par un coup de téléphone de la police. C'est mon compagnon qui a reçu l'appel le matin, donc le vendredi matin à 6h du matin. Et la police a demandé si Victor était bien avec nous. Et mon compagnon a répondu oui, il est ici à la maison, il est venu passer quelques jours à la maison. Et Michel a compris tout de suite que qu'il était arrivé quelque chose à Véro. Les policiers n'ont rien dit à ce moment-là. Et puis dans l'heure, ils étaient ici à la maison pour expliquer le drame. Nous, c'était très difficile d'apprendre les choses de cette façon-là. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et ils ont expliqué que Bernard était retenu sur place. Quand les policiers sont arrivés ici, ils nous ont dit que c'était soit un suicide, soit un accident, soit un meurtre. Élise Goffin, sœur de Véronique Piroton. Mais on ne savait pas du tout où ça s'était passé, donc on ne savait pas si c'était à l'hôtel, si c'était dans la rue, si elle avait été agressée, on ne connaissait rien. La famille de Véronique et son fils Victor décident de prendre la route vers la côte. Sur place, les policiers les prennent en charge. On est allé la voir là-bas, on a un peu attendu. Et puis de suite qu'on a vu le corps de Véronique, mais on ne voyait que la tête. Donc le corps était caché. Et on a compris que ce n'était pas un suicide. Ça, on l'a compris tout de suite. À ce moment-là, il n'y a plus de doute, parce que quand j'ai vu son corps, moi j'ai dit tout de suite à Victor, ne va pas voir ta maman dans cet état-là. Elle avait des marques sur le visage, dans le cou, au niveau de l'arcade, au-dessus du nez, donc elle était marquée. Et on ne se fait pas ça tout seul. Bernard Westphal jure qu'il n'a pas touché sa femme, mais il reste privé de liberté. Il est emmené à la prison de Bruges. Ses proches sont stupéfaits. Ils n'ont qu'une envie, le voir et entendre de sa bouche ce qu'il s'est passé. Tout de suite, je me dis, c'est une erreur. C'est pas vrai. D'abord, c'est pas possible. Véronique, je sais pas, a fait un malaise, elle n'était pas bien. Isabelle Westphal, sœur de Bernard Westphal. Je sais pas, mais je dis, je vais aller. Ils ont mal compris. Enfin, je suis allé rechercher mon frère. Vraiment, je me disais que pour moi, c'était
tout le monde se trompait, quoi. Isabelle Westphal est la plus jeune sœur du député. Depuis le drame, c'est la première fois qu'elle accepte de s'exprimer. Je le vois complètement anéanti par le décès de sa femme et par les circonstances du décès également. Et je pense qu'il lui aussi se demande ce qu'il fait là. Et je pense qu'il pense aussi qu'il ne va pas rester là. Un député derrière les barreaux accusé d'avoir tué son épouse, c'est une première en Belgique. L'événement va occuper la une des journaux. Aux premières heures de l'enquête, la presse publie des témoignages troublants. Des voisins de la chambre 602 auraient entendu des gémissements, des cris de dispute, des bruits sourds au moment du drame. Sans connaître la cause exacte du décès, la juge d'instruction inculpe Bernard Westphal d'assassinat, meurtre avec préméditation. C'est sûr que quand j'ai lu dans la presse initialement les éléments qui étaient relatés, ça laissait pas beaucoup de doutes sur sa culpabilité. Jean-Philippe Mayence, avocat de Bernard Westphal. Et on apprend par l'expérience à être un peu plus nuancé, un peu prudent et surtout ne pas se faire une idée préconçue sans avoir lu le dossier. Les charges s'accumulent contre Bernard Westphal. L'autopsie du cœur de Véronique Piroton révèle de nombreuses blessures. Et l'examen toxicologique met à mal l'hypothèse du suicide. J'ai rencontré un homme vraiment totalement effondré, ça je pense que tout le monde peut l'imaginer. J'ai rencontré un homme complètement incrédule de ce qui était en train de lui arriver, ne comprenant pas complètement la procédure, et puis tout à fait perdu parce que dans une prison néerlandophone, dans une procédure dont il ne comprend pas le premier mot, et avec évidemment une tourmente médiatique qui le désignait comme un coupable parfait, et dès lors qu'il contestait les faits, il avait un peu l'impression d'être seul contre tous, et je crois que le fait de rencontrer quelqu'un qui venait par sa famille, par ses amis, et en qui il pouvait avoir confiance, qui parlait sa langue, qui ne jugeait pas. Je crois que tout ça était peut-être à ce moment-là une vraie bouée de sauvetage. Mais j'ai bien sûr rencontré un homme dans une situation psychologique totalement affaiblie, oui, bien sûr. Je me suis dit, Jean, il faut que tu évoques toutes les possibilités. Jean Thiel, ami de Bernard Westphal. Et si il avait dérapé? Jean Thiel, le conseiller communal écolo de Serein, c'est un peu le frère que Bernard Westphal n'a jamais eu. Les deux hommes se sont rencontrés lors des premières manifs antinucléaires, en 1978. Depuis 35 ans, on les dit inséparables. Ce n'est que le jeudi que je l'ai dans le train, que Louis me téléphone fatalement. Moi, je ne peux pas lui téléphoner. Je suis dans le train Namur-Liège à 17h30 et je vois un numéro privé qui s'affiche. Je me dis, c'est encore un journaliste, mais non. Il dit, allô, c'est Bernard. Je dis, ah, et tu vas bien? Question idiote. Et il me dit, bah non, évidemment, ça ne va pas. Et nous sommes coupés. À ce moment-là, j'ai un grand sentiment de soulagement et sur lequel je réfléchis. Et en fait, la voix qu'il avait, la manière dont il s'est exprimé, correspondait exactement à la manière dont j'espérais l'entendre. À ce moment-là, je me dis, ok, ça va, il ne l'a pas fait. Nous avons découvert que c'est loin d'être aussi limpide pour les policiers ostendais. Bernard Westphal a parlé d'un week-end idyllique à la côte, mais les enquêteurs découvrent que le couple était à la dérive. Le député n'en avait rien dit. Il va être réinterrogé durant 5 heures. On le remet face à son premier interrogatoire. Il avait déclaré que Véronique et lui avaient, ensemble, décidé d'aller à la mer. Cette fois, il corrige. La réalité, c'est que Véronique était partie seule, et c'est lui qui a dû insister par SMS avant de prendre la route. Les policiers pensent alors avoir découvert le mobile de l'assassinat. Véronique avait renoué avec son ancien amant, un dénommé Oswald. Ils mettent sous les yeux de Bernard Westphal une lettre que son épouse a laissée à Victor.
Tu sais bien que cela ne va plus avec Bernard. Hier, il a trouvé un appartement, nous avons parlé, et il a décidé qu'il ne pouvait pas me pardonner ce qui s'est passé avec Oswald, que je le dégoûte. Bernard Westphal affirme tomber des nues. Il n'est, dit-il, au courant de rien. La veille du départ à la mer, Véronique l'avait rassuré en affirmant qu'Oswald n'était pas son amant. Au contraire, l'homme, en fait, la harcelait. Et il ajoute, à Ostende, Véronique et moi, nous nous étions retrouvés. Nous avions même décidé d'avoir un enfant. Les policiers abattent alors une carte de taille. Ils ont en main un enregistrement qu'Oswald, l'amant de Véronique, n'a pas hésité à leur remettre. C'est la conversation qu'il a eue la veille du drame avec sa maîtresse. Les enquêteurs entendent Véronique affirmer qu'elle veut divorcer, qu'elle va aller trouver un juge de paix pour que son mari quitte la maison. Ils veulent faire entendre cet enregistrement à Bernard Westphal, mais il refuse. C'est trop pénible pour lui d'écouter cette conversation. Le parlementaire wallon réaffirme qu'il n'était au courant de rien. Il ne comprend pas. Il avait lui-même accompagné Véronique chez les policiers liégeois. Elle avait déposé plainte contre Oswald pour harcèlement moral et sexuel. Neuf jours après le drame, la famille de Véronique entoure son fils, Victor, 14 ans. Les funérailles ont lieu à Liège. Malgré l'enquête en cours, malgré les convictions de chacun qui déjà se dessinent, l'heure est au recueillement. Rien qu'au recueillement. J'ai assisté aux funérailles. C'était très difficile parce que je ne voulais pas que ce soit perçu par la famille comme une provocation ou quelque chose de malsain, mais il fallait que je sois à l'enterrement de ma belle-sœur, évidemment. Bernard Westphal ne peut pas assister aux funérailles de son épouse. Il reste emprisonné à l'autre bout du pays. Ses avocats estiment que la levée de son immunité parlementaire est illégale. La justice brugeoise, pour l'arrêter, s'est appuyée sur une exception, celle du flagrant délit. Après un débat devant le Parlement wallon et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les parlementaires sont convaincus par les arguments de la juge d'instruction. Pour tenter de mieux comprendre, nous nous sommes intéressés au couple formé par Véronique et Bernard. Leur histoire démarre 16 mois avant le drame. Ils tombent très vite amoureux, leurs proches parlent d'un coup de foudre. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'exceptionnel et qu'il faudrait qu'il me la présente. Donc à une fête de famille, elle est arrivée, je m'en souviens très bien, elle est tout à fait charmante. Ça faisait un petit temps qu'elle était seule. Et puis un jour, elle me dit, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je suis complètement sous le charme, c'est une personne qui me correspond. Nadine Piroton, sœur de Véronique Piroton. Je le connaissais déjà depuis quelques années, parce que quand elle était journaliste, je crois qu'elle avait eu l'occasion de le fréquenter. Moi, je ne l'ai pas senti tout de suite, quoi. J'ai senti que c'était quand même des personnalités fort... qui ne se compléteraient pas bien, mais maintenant voilà, c'est leur choix, ils avaient l'air heureux, donc moi c'était le principal, que ma sœur soit heureuse, quoi. Véronique et Bernard sont originaires de la même région, deux petits villages voisins proches de Waremme. Mais ils ne sont pas de la même génération. Elle a 13 ans de moins que lui. Leurs routes se croisent quand elle est journaliste, mais lorsqu'ils tombent amoureux, elle est en charge de la communication dans un hôpital psychiatrique liégeois. Véronique est férue de littérature. Moi, j'étais fascinée par son intelligence, par son souci de toujours progresser, son envie d'apprendre et d'inculquer à son fils voilà, tout ce qu'elle savait. Toujours envie de progresser dans le sens où elle voulait s'inscrire à des cours d'italien, elle voulait apprendre le grec parce que son fils était grec. Donc c'est une fille qui avait beaucoup de courage par rapport à la vie, même si elle est passée par des moments difficiles financièrement, etc., après la séparation avec son mari. Mais c'était une battante qui croyait en elle et qui avait envie d'avancer, quoi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de classe, pétillante à certains moments. Anne Burlet, amie de Véronique Piroton. Qui était très intelligente, beaucoup de choses
beaucoup de choses à dire, beaucoup de réflexions, et donc on pouvait partager ça, mais aussi on était toutes les deux finalement deux mamans un peu inquiètes de leurs enfants comme toutes les mamans, et c'est vrai que sur le plan familial, on partageait pas mal de choses, nos inquiétudes sur nos enfants, les études, les comportements. Si cette amie psychologue a accepté de parler de Véronique, c'est uniquement pour que le portrait soit nuancé. Elle confirme la plainte pour viol évoquée par Bernard Westphal. Les faits reprochés à un des professeurs de Véronique étaient prescrits. Ce viol restait gravé en elle, mais ne l'empêchait pas d'avancer. C'est important pour elle qu'elle puisse être reconnue, qu'on puisse admettre qu'effectivement ça s'était passé, qu'elle était légitime, mais elle ne se positionnait pas en victime dans la plainte perpétuelle. Peut-être que c'est quelque chose qui restait comme une blessure, mais elle avait, c'est vrai, sans doute une humeur parfois dépressive, mais elle avait aussi des moments de grande jovialité, où où je la sentais heureuse, où je la sentais enthousiaste, quelqu'un qui avait aussi une force. Elle avait beaucoup de conviction quand elle voulait défendre quelque chose. C'était vraiment un mixte entre vulnérabilité à certains moments et une grande force. Force et vulnérabilité, deux valeurs qui, selon nos recherches, peuvent aussi convenir à Bernard Westphal. Cet éducateur spécialisé a d'abord travaillé à l'usine, avant d'entrer en politique dans les années 80, lorsqu'Écolo n'en était qu'à ses balbutiements. Député puis chef de groupe au Parlement wallon, l'homme est souvent décrit comme un trublion, un kamikaze. Il brigue la coprésidence des Verts, mais est largement battu lors d'élections internes. Il espère alors monter au perchoir du Parlement wallon, mais il ne l'obtient pas. C'est le point de rupture avec Écolo. Bernard Westphal claque la porte. Quand il rencontre Véronique, il vient de créer le mouvement de gauche, mais des conflits internes rongent son nouveau parti. Ses amis, sa famille, le connaissent comme un grand émotif, calme, sensible, incapable, selon eux, de se montrer violent. Nous avions de très mauvaises relations avec notre papa. Notre maman était adorable, elle par contre, même notre papa était quelqu'un de violent. C'était tellement pénible de voir notre maman battue qu'on a développé une crainte de tout ce qui est violence. Il disait de nous que nous étions nuls. Mon frère était nul. Il voulait que mon frère soit fonctionnaire, et dès que mon frère a fait de la politique, il a trouvé ça affreux, que ça ne servait à rien, qu'il n'y avait pas de salaire fixe et que c'était... Et moi, la même chose. Donc, et mon frère est devenu député et moi professeur de droit. Donc je crois que ça nous a démolis, mais ça nous a aussi permis de nous battre dans la vie et d'essayer de construire des choses. Bernard Westphal et Véronique Piroton, c'est aussi l'histoire d'un mariage éclair, 3 mois après leur rencontre. C'est vrai qu'elle m'en a parlé et qu'elle a été très heureuse, en effet, donc, d'épouser Bernard Westphal. Bernard Soé, cousin de Véronique Piroton. D'autant plus qu'ils sont partis en Italie parce qu'ils voulaient aller sur les traces de Léo Ferré. Donc voici un des points communs. Donc il y avait une poésie, il y avait un lyrisme autour. C'est vrai qu'elle était fière de lui et lui était fier d'elle aussi. Donc il y avait vraiment une belle relation au départ. Mais très vite, les nuages s'amoncellent au-dessus du couple. Mon frère m'a dit que c'était difficile. Comment dire ? Il y avait des discussions et c'était plus aussi idyllique, mais il s'en plaignait pas vraiment. Et alors moi je m'en suis rendu compte et c'est difficile de parler de ça puisque la personne n'est plus là et que c'est pas très gai de dire que quelqu'un buvait alors qu'elle n'est plus parmi nous. Mais j'ai vu qu'elle buvait trop et j'ai vu que mon frère avait du mal à la maîtriser à ce moment-là. Et voilà, donc après je lui en ai parlé, j'ai dit est-ce que c'est bien normal ? Il m'a dit écoute, à mon avis ça va se régler, Véro va pas bien pour certaines raisons et on va certainement réussir à passer outre cela et à sauver notre couple.
Véronique m'en avait parlé, qu'elle avait un problème d'alcool qui était fluctuant d'ailleurs au cours de sa vie. Ça a été plus important à un moment donné, je pense à sa séparation avec le papa de Victor. Et puis elle a pris ça en main, elle est allée consulter. Quand elle était avec moi, je n'ai jamais eu l'occasion de me dire « Ah, Véronique a bu ». J'ai jamais vu Véronique qui avait bu, qui était saoule, qui sentait l'alcool. Donc c'est sûr qu'il y avait sans doute un problème, mais ce n'était pas un problème qui était constant. Les fois où on s'est vu, c'est vrai que c'était souvent conflictuel, verbalement, entre eux, quoi. Elle le dominait, à mon sens, intellectuellement, dans beaucoup de domaines. Et je crois qu'à certains moments, il souffrait d'un petit complexe d'infériorité. Maintenant, dans un couple, on fonctionne comme on peut, comme on veut. Mais je crois que, oui, il y avait quand même une frustration de sa part par rapport à l'intelligence et au discours de ma sœur, oui. Elle avait dit en effet qu'elle était en instance peut-être donc de divorce, qu'elle avait entamé peut-être un divorce et qu'elle voulait donc évidemment donc se séparer donc vers Westphal. C'était très rapide tout ceci, donc à la fois rapide pour le mariage et à la fois rapide pour